Regards croisés? Quelles initiatives pour l'école numérique d'aujourd'hui et de demain? Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes en direct du salon et du spot et nous vous proposons de découvrir les initiatives portées par les territoires autour du numérique éducatif. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sabrina Kaliaros, déléguée académique au numérique pour l'Académie de Montpellier, et Christophe Piombo, délégué académique au numérique pour l'Académie de Toulouse. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et bienvenue. Alors pour démarrer cette émission, je vous propose chacun de me donner 3 chiffres qui caractérisent vos académies. Honneur aux femmes peut-être pour démarrer. Merci. Donc pour l'Académie de Montpellier, pour tout commencer, le numéro 1, puisque c'est la première métropole étudiante de France. Un habitant sur 5 à Montpellier est un étudiant, ce qui colore évidemment la culture de la ville et du territoire. Deuxième chiffre, c'est 75. 75% des lycées sont des lycées numériques et 63% des collèges le sont tout autant. Et enfin, le dernier, c'est 1374. C'est le nombre de followers de fil Twitter de la DAN de Montpellier qui a doublé depuis le mois de septembre, ce qui veut dire qu'on a une veille pédagogique qui intéresse les enseignants et c'est le but. Et c'est le but sur Toulouse cette fois-ci. Sur Toulouse, donc les 2 premiers chiffres pour caractériser le partenariat fort qu'il y a entre l'académie et les collectivités territoriales. Donc 100% des collèges et des lycées ont été déployés avec la même solution des espaces numériques de travail. Et le deuxième, 43% des collèges sont numériques. Le troisième chiffre, c'est pour montrer la volonté de l'Académie à accompagner le développement des pratiques pédagogiques utilisant le numérique comme levier pour améliorer les apprentissages et faire acquérir aux élèves des compétences spécifiques afin d'accompagner leur insertion sociale et professionnelle. Donc 2571 jours stagiaires en 2017-2018, ce qui représente à peu près 20% de la masse des enseignants au niveau de la formation. Sur le territoire. Alors je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant à travers justement le maillage territorial qui a été mis en place sur votre territoire. Justement sur Toulouse, vous avez pas moins de 23 EduLab. C'est une action conséquente en matière d'accès aux compétences numériques sur votre académie? Effectivement, ça montre la force que l'académie souhaite déployer au niveau de l'ensemble du territoire et dans tout les départements. Et donc notamment pour nous, la granularité que nous avons choisie, c'est de travailler au plus proche des territoires apprenants en se focalisant sur les bassins de formation. Donc étant donné qu'il y a 23 bassins de formation, nous avons choisi de mettre à l'intérieur de chaque bassin un établissement qui est un établissement pôle d'appui et qui va avoir la casquette, la caractéristique de ce que l'on va appeler un EduLab, qui est quelque chose qui hérite du concept des tiers-lieux. Donc dans cet EduLab, en définitive, les enseignants du bassin vont participer à des ateliers d'échange de pratiques pédagogiques innovantes entre pairs. C'est le principe de base. Donc bien évidemment, pour que ce projet puisse naître, il a fallu fédérer un certain nombre de personnes dans l'académie. Et donc on a les 4 profils suivants. On va avoir les chefs d'établissement, bien évidemment, qui vont accueillir l'EduLab, qui sont porteurs et qui vont proposer à mettre à disposition un certain nombre d'infrastructures, de salles, de matériel, etc. La DAN qui va doter ces établissements avec des matériels spécifiques comme les drones, des web radios, et qui va missionner un enseignant le déchargeant pour être capable d'animer ces ateliers. Et de fédérer cette communauté. Ensuite, pour que des enseignants puissent venir participer à ces ateliers, il a fallu qu'on monte un dispositif qui permette de défrayer les personnels sur les déplacements. On a monté ce dispositif avec la DAFPEN. Bien sûr, parce qu'il y a un enjeu en matière de transport aussi, parce qu'un établissement, il doit rayonner sur un bassin de vie, mais il y a cette problématique des transports qui est importante. Et enfin, le dernier profil, donc, c'est tout ce qui concerne les personnels cadres de l'académie qui peuvent avoir un regard bienveillant sur les actions d'animation mises en place dans le cadre des EduLab, à savoir bien évidemment les corps d'inspection, les CARDI, le CLEMI, avec qui on travaille en étroite collaboration. Voilà, donc on voit bien tout le rayonnement qui a été mis en place sur votre territoire. Sur Montpellier, vous avez un incubateur de renom, le BIC. Quelles sont les synergies que vous avez mises en place avec le secteur du numérique éducatif, avec les startups du BIC? Alors, le BIC, c'est pas que dédié au monde de
l'éducation. Mais voilà, vous avez mis quand même en place des synergies avec les startups qui sont incubées au sein de cet incubateur. Complètement, dans la mesure où on est sur un territoire EdTech. C'est une des caractéristiques du French Tech Montpellier. Oui. La particularité de ce BIC, Business Innovation Center, pour vous donner l'intégralité, oui. Voilà, c'est qu'il existe depuis 10 ans et il est le deuxième mondial au titre de sa collaboration avec les universités. Et c'est à ce titre-là que nous travaillons avec eux pour inscrire évidemment l'école numérique dans l'écosystème local qui est profondément actif avec les entreprises, qu'il s'agisse évidemment donc de toutes celles qui sont à vocation incubateur et autres, mais aussi parce que en fait, on a un tissu local qui fait confiance à l'école et qui fait confiance à l'université. La notion de confiance, elle est importante. Elle est importante. Oui. Je vous donne un exemple. Dans les universités, il y a le réseau Pépite qui permet à des étudiants auto-entrepreneurs de créer des startups, de rôder des produits et d'avoir un jury de professionnels. Et j'ai la chance d'avoir été associée à ces jurys pour pouvoir découvrir toutes ces initiatives et cette richesse d'inventivité des jeunes. Alors cette richesse, elle reste pas entre guillemets à l'université, elle rayonne, et on a donc de plus en plus de lycéens qui sont mentorés par de jeunes étudiants dans un principe d'atelier pour apprendre à entreprendre, avoir l'audace de le faire et avoir surtout l'envie pour devenir autonome le plus rapidement possible dans ses études et trouver une vocation. Ce qui est primordial et ce qui fait le numérique permet ces passerelles-là. Vous avez travaillé avec cet incubateur notamment autour de la réalité augmentée. Quels sont les projets que vous avez mis en place? Alors la réalité augmentée, en fait, une des forces de l'Académie de Montpellier puis de la région Occitanie, ex-Languedoc-Roussillon, c'est la santé, e-santé. Et donc la réalité augmentée, bien évidemment, fait partie de cette compétence. Et la particularité, c'est que la réalité augmentée n'est pas que sur la santé, elle est la réalité augmentée et on peut l'intégrer à tout autre dispositif. Et on le voit par exemple avec des startups EdTech qui font entrer cette réalité augmentée dans la classe et qui permettent d'augmenter la pédagogie pour le coup. Et on a aussi par exemple au niveau des startups sur les incubateurs dans les universités, pas mal d'applis qui travaillent sur l'architecture parce que c'est une région évidemment riche. Et on a des applis Discovery Montpellier par exemple qui permet d'augmenter tous les lieux intéressants et de créer une interactivité entre le touriste et la ville. Et la ville, et faire rayonner le territoire. Sur Toulouse, vous développez, la réalité virtuelle, cette fois-ci, à travers deux projets. Premier projet autour des risques métiers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Oui, donc effectivement, on travaille sur Toulouse à exploiter les capacités offertes par la réalité virtuelle à faire que l'on puisse se projeter dans un environnement qui peut être donc virtuel ou semi-virtuel et de ce fait avoir un certain retour sur ce que l'on pourrait être amené à côtoyer dans la vie de tous les jours, mais sans vraiment y être. Donc notamment lorsqu'on a des situations qui peuvent être dangereuses, le fait de les dans un premier temps les côtoyer avec un esprit, les expérimenter avec un côté virtuel fait que du coup on va diminuer les risques. Et donc dans ce concept, il y a un projet autour ou ancré à la filière du BTP et qui est mené de concert avec le campus des métiers et des qualifications du BTP et des usages du numérique. Et donc qui a pour but d'exploiter la réalité virtuelle en travaillant avec une société toulousaine, Mimbus, à la création de scénarios pour la formation sur les travaux en hauteur, donc qui présente un certain risque, bien évidemment. Bien sûr, en matière de sécurité. Deuxième projet, c'est l'apprentissage d'une langue vivante étrangère par immersion. Alors là, voilà, on voyage. C'est ça, donc c'est un voyage virtuel qui est proposé aux élèves. Et donc là, l'idée, c'est de montrer qu'en fait, la réalité virtuelle, comme on vient de le voir dans le premier projet, qui peut avoir des avantages sur l'apprentissage de gestes métiers, parce que là on a parlé des risques au niveau des actions lorsqu'on mène des travaux en hauteur, mais on peut très bien imaginer qu'elle peut être utilisée pour des actions comme l'apprentissage de la peinture, de la souderie, etc. Mais par contre, donc là, nous exploitons dans ce contexte-là la réalité virtuelle pour étudier l'apport de cette technologie dans l'enseignement des langues vivantes et plus précisément l'effet de l'immersion corporelle sur la focalisation attentionnelle.
Et donc, de ce fait, on part d'un postulat que la réalité virtuelle augmentée par la technologie immersive, donc avec le port de lunettes par exemple, va favoriser le développement de la compétence socio-linguistique de l'élève. Donc ce projet a été retenu par le Numérilab comme un projet incubateur et bénéficie, puisqu'il démarre, d'un financement pour une thèse de 3 ans. Donc, il fait l'objet d'un partenariat, du coup, entre l'Université Jean Jaurès, Canopée et l'Académie. Et il va donc être expérimenté dans des lycées professionnels au niveau de l'Académie de Toulouse et dans un lycée sportif de haut niveau en Allemagne, dans le Land Baden-Württemberg. Ah oui, parce qu'il y a des synergies avec l'étranger. C'est ça, effectivement. Et c'est là qu'on voit tout l'intérêt du côté virtuel, puisqu'on va travailler avec des réseaux virtuels comme VTime par exemple, qui vont permettre par le biais d'avatar à des élèves en France de parler en anglais, donc de verbaliser, de travailler de compétences langagières à la production et à la compréhension de l'oral, avec des élèves allemands qui vont aussi faire l'effort de parler en anglais. En anglais, il y a de vraies synergies. Alors, vous avez mis aussi un groupe en place, un groupe de travail autour des impacts de la réalité virtuelle et augmentée. Qui y participe et puis quels sont les enjeux finalement sur votre territoire? Alors, pour repartir de la dernière partie de la question, donc au niveau des enjeux, en fait, ce groupe de travail réfléchit à la place des outils numériques dans la filière du BTP. Oui. Donc, en fait, il y a 3 étapes qui vont modéliser l'avancée des travaux de ce groupe. Première étape, c'est identifier la place des outils existants ou en phase de développement dans les différentes étapes de l'acte construire au niveau du BTP. Deuxième étape, c'est identifier les besoins de formation, bien évidemment, des salariés de ce domaine, mais aussi des élèves qui prétendent être des futurs salariés sur ces nouvelles technologies. Et enfin, proposer des actions permettant d'accompagner la transition numérique au niveau du BTP. Alors, qui y participe? En fait, on va dire qu'il y a 3 profils de personnes y participant. Industrie, recherche et éducation. Donc on a le trinôme habituel mais parfait avec de vraies synergies. Donc peut-être 2 exemples pour voir quels sont les participants réels. Donc au niveau des entreprises, le groupe EGA pour les entreprises du bâtiment. Au niveau des startups, Enerbim et Virtual Concept. Au niveau de la branche professionnelle, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment et la Fédération du BTP de l'Ariège. Au niveau recherche, c'est l'Institut de recherche en informatique de Toulouse qui y participe. Et donc au niveau éducation, on a l'INSA, on a les corps d'inspection avec les IEN, TEG, et puis bien évidemment le terrain, là où ça va se faire réellement, les lycées et un CFA du BTP. Voilà, donc un rayonnement total. Et juste pour terminer, pour montrer que ce groupe de travail, en fait, il est un petit peu l'écho de ce qui se fait au niveau national avec les projets incubateurs et le Numérilab. On a aussi, et on participe à un groupe de travail, ce coup-ci là, national, qui est mis en place par le Numérilab, à la DNE, et qui va travailler à cartographier sur l'ensemble du territoire du coup national toutes les initiatives convoquant la réalité virtuelle au service des apprentissages. Voilà, donc un rayonnement qui part du terrain, qui rayonne au niveau national. Sur Montpellier, vous captez les futurs entrepreneurs au berceau. J'ai envie d'utiliser cette expression-là parce que vous avez commencé à nous en parler tout à l'heure. Au niveau des lycées, il y a de vrais échanges et de vraies passerelles qui ont été mises en place entre les lycéens et les universitaires. C'est une action importante sur votre territoire, une vraie volonté de votre académie sur ce sujet-là. C'est une vraie volonté dans la mesure où on s'est aperçu que la permutation de lycéens à étudiants se faisait en 3 mois, entre le mois de juillet et le mois de septembre. Bien sûr. Ce qui est redoutable en termes de changement de vie, profil, bien sûr, de vie, oui. Et une forme d'autonomie qu'il faut acquérir très rapidement. Donc du coup, on imagine, et on le fait, qu'il faut le penser bien en amont sur le principe du moins 3+3, ce qui est une évidence, bien sûr, mais qui n'est pas toujours dans la vraie réalité. Donc du coup, outre le mentorat que j'évoquais par rapport tout à l'heure, bien sûr, oui. aux pépites, aux futurs entrepreneurs qui se sont révélés dans une vocation numérique, on part du principe que qui peut mieux préparer son futur qu'un élève, et notamment dans le contexte d'un lycée. Donc, comme on l'a vu en Ile-de-France, il y a des concours pour apprendre à coder, et puis pour concevoir une application qui sera au service de ce qu'on voudra de son lycée plus tard, le lycée du futur. Donc, on réfléchit avec la région Occitanie à créer ce type de concours. Et au niveau de l'université, ce sont des étudiants qui vont mentorer les lycéens, notamment au niveau du code, pour pouvoir travailler
sur la conception de ces applications. Et plus globalement, le numérique, c'est aussi pour vous un levier social. Vous m'avez parlé pendant la préparation de cette émission d'une initiative que vous allez organiser en avril, un atelier sur la vie étudiante et sur lequel le numérique est complètement porteur de valeur. Complètement. Alors c'est au mois de mai, le 24 mai prochain. 24 mai, oui. Voilà. Dans le cadre du numérique inclusif et de la stratégie nationale qui est lancée par le secrétaire d'État Mounir Majoubi, nous lançons une réflexion dans l'Académie de Montpellier avec le CRUZ, avec l'Université Paul Valéry, pour justement voir comment ça se passe en termes de socialisation. Est-ce que le numérique est un outil de socialisation? Quels sont les freins? Quels sont les usages? Et par rapport à ces constats que nous allons mener avec des étudiants, avec des lycéens, avec tous ceux qui sont dans le service civique au niveau du CRUZ, avec comment on appelle ça, avec des assistantes sociales, de sorte que nous ayons une réflexion d'ensemble, avec des enseignants bien évidemment, pour pouvoir concevoir des solutions et remédier le plus vite possible à la difficulté qui est celle des étudiants. Qui peuvent être posés. Sur Toulouse, on retrouve aussi cette approche sociologique du numérique autour d'un projet qui est innovant, Inspecteur 3.0. On n'en a pas beaucoup parlé de ce profil du corps enseignant, du monde enseignant, mais il ne faut pas les oublier aussi. Et oui, parce qu'effectivement, donc c'est un projet qui a été remarqué aussi par le Numérilab et qui a bénéficié d'une aide pour mettre en place un postdoc. Donc on voit bien que au niveau de l'Académie de Toulouse, on est toujours sensible à essayer d'accompagner toutes les actions en les adossant à la recherche. À la recherche, oui. Et donc, dans ce contexte, on avait posé un postulat de base qui consistait à dire que l'arrivée du numérique et des supports mobiles dans l'écosystème scolaire avait des impacts sur de nombreux domaines, organisationnels, bien évidemment, mais aussi sur les démarches pédagogiques et les modalités d'apprentissage, et bien évidemment sur les compétences qu'il faut faire passer aux élèves. Donc il convient bien évidemment de les questionner au regard des actes professionnels des inspecteurs, parce qu'ils ont une action importante aussi dans le volet accompagnement et pas qu'évaluation. Parce que bien souvent, on a le prisme évaluation, mais il n'y a pas que ça, il y a une autre chose aussi. Voilà. Oui. Et donc dans ce contexte, les 3 objectifs du projet consistent donc dans un premier temps à identifier les impacts du numérique sur les pratiques professionnelles des corps d'inspection. Dans un deuxième temps, analyser les processus d'essaimage de ces pratiques, aussi bien qu'elles soient numériques que professionnelles. Et enfin, mesurer le rôle d'impulsion de ces pratiques sur les pratiques des corps enseignants, et notamment en particulier dans le domaine du travail collaboratif, en prenant un prisme d'études qui s'appuie sur justement la socialisation des organisations. Voilà, donc une vraie démarche de co-construction et d'intelligence collective qui sont menées. Rapidement, vous travaillez chacun d'entre vous sur la labellisation lycée numérique. Rapidement, un mot sur cette labellisation, Sabrina. Alors, la labellisation numérique au niveau des lycées, des collèges et cette année des écoles existe à Montpellier. Elle a commencé à Montpellier, puis avec grand plaisir, on a partagé cette compétence avec Toulouse. Et donc, au niveau de la région Occitanie, on a une politique de label sur les lycées, sur 3 niveaux qui touchent au pilotage du numérique, à la formation des enseignants et bien évidemment aux usages du numérique. Et l'intérêt, c'est que la région équipe systématiquement, dès la classe de seconde, tous les lycéens, dès l'instant où le lycée est labellisé, et que l'Académie de Montpellier a offert, là encore, avec grand plaisir, à l'Académie de Toulouse, le cartable numérique lycéen, où on a des logiciels et des ressources embarquées, de sorte que l'ordinateur n'est pas nu. Voilà. Et donc, c'est tout à fait intéressant de mener ensemble au niveau de la région académique. Donc, il y a des vraies synergies. Tout à fait. Et c'est bien intéressant de pouvoir partager. Vous parliez de coéducation, de co-réflexion, de co-construction, d'intelligence collective. C'est un exemple. Oui, parce que chacun ne reste pas dans son coin, finalement. Bien sûr. On rayonne sur Toulouse. Bien sûr. Et je rejoins totalement les propos de ma collègue. On travaille en parfaite harmonie. Au niveau des académies, mais aussi donc avec les collectivités, puisque comme ça a été souligné, c'est un projet qui ne peut pas être porté ni que par l'un ni par l'autre. Effectivement, c'est quelque chose qui doit être porté à minimum à 3 voix, les 2 académies et la collectivité. Et donc, au niveau de l'Académie de Toulouse, ce que l'on fait comme action particulière pour accompagner ce projet, c'est bien évidemment de s'appuyer sur ce dont j'ai parlé en tout premier, les fameux EduLab, qui au travers de leurs particularités sur les pratiques innovantes du numérique au service d'apprentissage sont là pour être force de proposition, pour faire que
les enseignants qui voient arriver ces flottes Oui. de matériel dans les niveaux qu'ils ont devant eux au niveau des élèves soient rassurés pour qu'ils soient accompagnés dans la prise en main de ces outils dans leur pédagogie, dans leur didactique au quotidien. Et donc, on travaille de concert avec, bien évidemment, les CARDI à nouveau, les corps d'inspection, le CLEMI, la DAFPEN et tous les cadres de l'académie qui sont acteurs dans ce domaine. Dans ce domaine-là. Et pour Montpellier, c'est une opportunité pour devenir ville apprenante, puisque vous êtes en train d'instruire un dossier auprès de l'UNESCO. Tout à fait. Donc, toujours dans cette logique d'incubateur, puisqu'on a aussi un incubateur à Montpellier qui s'appelle MLab, qui permet de porter l'apprendre et l'enseigner, non seulement dans les écoles, mais aussi dans l'éducation nationale, mais aussi dans la ville, puisqu'une ville apprenante, plus largement, plus largement, on apprend de façon informelle et de façon évidemment formelle. Et c'est ce que nous voulons défendre et porter au travers d'une thématique qui est celle des langues étrangères, parce que évidemment, elle percole. Par définition, et c'est ce que nous recherchons. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau et d'avoir partagé vos expérimentations. On se retrouve dans 1 heure pour une nouvelle émission. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Et du spot, le numérique éducatif au cœur des territoires.